Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour l'échiquier international sur Al24 News. Et nous serons en direct jusqu'à à peu près 20 heures pour un débat consacré ce soir au sommet du G20, les 20 premières puissances économiques du monde qui se donnent rendez-vous demain et après-demain à Bali, en Indonésie. Plusieurs dossiers seront abordés dans un contexte, vous le savez, de tensions internationales, des rivalités qui se sont d'ailleurs accrues depuis le début du conflit en Ukraine. Et ces tensions mettront sans doute à mal le compromis entre membres du G20. Il faut dire qu'aucune des réunions du G20 précédentes, donc ce sommet, n'avait abouti à un accord pour faire face aux conséquences néfastes du conflit ukrainien, inflation, crise énergétique, crise économique en berne également. Le tout est dominé par, vous le savez, les postures antagonistes des États-Unis et de la Chine, tous deux membres du G20. Aujourd'hui, les présidents des deux superpuissances se sont retrouvés à la veille du sommet pour leur toute première rencontre depuis l'élection du président américain. Tous ces aspects, eh bien, nous allons les aborder ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Badis Renissa est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes actuellement sur Alger pour participer, donc je le rappelle, aux assises donc nationales de la société civile. Badis Renissa, vous êtes expert en relations internationales, président du think tank Club Émergence. Merci d'être avec nous. Et nous aurons dans un tout petit instant, nous allons retrouver donc professeur Tawfiq Hamel, qui est chercheur universitaire spécialiste en histoire militaire. Il va intervenir avec nous depuis Paris. Donc on va commencer avec vous, Badis Renissa. Pour commencer, donc, on va commencer peut-être par le contexte particulier dans lequel ce sommet du G20 intervient. Il faut dire que depuis le mois de février 2022, les autorités indonésiennes préparent ce sommet en fixant des priorités. Des axes ont été préparés comme la santé, la transition énergétique, mais entre-temps, il y a eu donc ce conflit ukrainien qui vraisemblablement a tout chamboulé. Absolument, écoutez, j'irai plus loin parce que l'Indonésie, pays hôte effectivement de cet événement majeur qui intervient dans un contexte particulier, mais surtout singulier vis-à-vis de ses prédécesseurs, l'Indonésie a d'ores et déjà signalé comme quoi il n'y aura pas d'ailleurs de communiqué commun final comme on l'avait vécu précédemment lors des précédents G20. Donc c'est pour vous dire effectivement que l'Indonésie est pragmatique, comme d'ailleurs le reste du monde et comme d'ailleurs les participants également, qui savent pertinemment qu'effectivement ce sommet sera peut-être un espace de conversation, je dirais même pas de réflexion, de discussion, qui va certainement peut-être avoir un duopole entre cette bipolarité mondiale entre la Chine, vous l'avez évoqué, et les États-Unis, mais au final, bien évidemment, avec une polarisation accentuée, notamment sur la crise ukrainienne. Mais toujours est-il qu'effectivement, les G20 se succèdent, on doit respecter cet agenda, mais aujourd'hui, encore une fois, le vrai défi, c'est de pouvoir établir un débat de fond, un dialogue respectueux, quand on sait qu'effectivement, dans ce sommet, il y aura un grand absent qui sera bien évidemment la Russie, qui est représentée bien sûr par son ministre des Affaires étrangères, mais c'est très symbolique puisque Poutine ne sera pas là pour des raisons évidentes. Et donc il y a cette espèce de ségrégation dans laquelle on veut établir un débat occidental et peut-être marginaliser certains acteurs majeurs aujourd'hui qui, malgré peut-être les divergences peut-être idéologiques ou même abyssales, devraient être présents pour pouvoir enfin, à bâton rompu, pouvoir aborder les vrais sujets, quand on sait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un contexte très singulier, la crise ukrainienne, bien évidemment, qui polarise les attentions, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur une ligne de crête vis-à-vis de certains pays, sur des suspicions d'utilisation du nucléaire, même la prolifération du nucléaire dans le monde. Donc, au-delà des sujets économiques, bien évidemment, qui sont bien sûr en toile de fond et sur lesquels il y a plusieurs défis, notamment sur les pays émergents, sur leur droit effectif de se développer et d'être un peu sur la scène, on va dire dans l'équation économique. Mais permettez-moi aussi, pour rebondir aussi sur votre observation, je pense que aujourd'hui l'équation économique ou la chose économique planétaire est en train de suivre le sillage
ce nouvel ordre mondial qui a émergé depuis la crise ukrainienne, mais même d'ailleurs depuis quelques mois, depuis la crise sanitaire éventuellement, accentuée par la crise ukrainienne. Donc l'équation économique se doit d'être reconfigurée avec une refondation drastique pour qu'elle puisse accompagner cette mutation où effectivement les alliances stratégiques sont à foison, où je dirais les calculs ou les feuilles de route sont révisées en profondeur et notamment par les États-Unis, ce qui explique un peu cette réunion qualifiée de sincère entre les deux pays. Mais encore une fois, c'est un peu sur le principe de je t'aime, moi non plus. Alors, Badis Ranissa, vous l'avez dit, le conflit ukrainien divise, mais a aussi un impact sur l'économie et les principales, on va dire, les principaux perdants dans cette équation, ce sont les Européens. Les Européens qui sont représentés et qui participent à ce sommet du G20. Vous avez parlé donc de ce G20 qui est marqué par l'absence du président russe Vladimir Poutine et qui est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. À votre avis, à quoi peut-on s'attendre durant ce sommet? Peut-on, à travers ce sommet, entrevoir une désescalade dans le conflit ukrainien, puisque, on vient de le dire, tout le monde est perdant dans ce conflit? Absolument. Ce que je disais tout à l'heure, ce sommet est entaché quelque part de la question ukrainienne et donc de ce conflit qui se trame là-bas. Mais encore une fois, moi je pense que le vrai défi aujourd'hui, faut pas dénaturer ce sommet pour qu'il devienne, je dirais, un plaidoyer contre la Russie, donc un jugement par contumace contre la Russie. Donc il faut qu'il y ait un dialogue véritable, comme j'expliquais tout à l'heure, avec des règles précises, claires, et qui mettrait vraiment au cœur du débat, au cœur de l'intérêt, les vraies questions. Effectivement, cette question de l'Ukraine persiste, subsiste, mais encore une fois, il ne faut pas notamment que les pays européens, avec la France comme locomotive d'influence, pour qu'elle puisse dénaturer ou voire même, je dirais, fourvoyer ce sommet pour qu'il aille vers un jugement par contumace, comme j'expliquais, arbitraire qui plus est, envers la Russie, qui la Russie aujourd'hui, il faut le signaler, aux portes de l'hiver, est un acteur majeur dans l'équation énergétique, est un acteur majeur aussi dans l'équation alimentaire. Et donc, de facto, je dirais, les Européens, il faut qu'ils saisissent le message, il faut qu'ils saisissent aussi l'importance de ce sommet pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Alors, pourquoi je dis ça, Badis Renissa, permettez-moi de le souligner. On l'a vu, les États-Unis persistent et signent dans leur soutien à l'Ukraine et les Européens suivent. Est-ce ne faudrait-il pas justement revenir sur certaines décisions durant ce sommet pour ce qui est du soutien de l'Ukraine dans ce conflit, selon vous? Moi, je pense qu'il y a eu une propagande telle et tellement profonde qu'aujourd'hui, effectivement, l'opinion même publique lui-même est fourvoyée. Donc, si vous voulez, quand on sait que les États, qu'ils soient européens, mais en règle générale occidentaux, sont un peu le continuum un peu des intérêts, des préoccupations de leur peuple, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise économique aiguë, multidimensionnelle, aggravée par cette crise ukrainienne, une crise alimentaire également, une pouvoir d'achat et autres. Donc, si vous voulez, les responsables politiques et des gouvernements sont aussi un peu sur la sellette de manière à vouloir rapidement trouver des solutions, mais encore une fois, des solutions pragmatiques, et non pas des solutions arbitraires ou au calcul politique limite braconnage électoral. Donc il faut que, je pense, se doter ou s'armer de sagesse, mais surtout de prospective positive, mais de prospective aussi sage, dans le sens où il faut, encore une fois, établir certaines vérités, établir un dialogue propre, un dialogue dans lequel la Russie a son mot à dire, dans lequel aussi elle a le droit à son plaidoyer pour qu'il puisse enfin résoudre, ne serait-ce qu'un temps, peut-être dans une période de transition, le temps de passer ces conséquences désastreuses, parfois même irréversibles, de ce qui se passe, en tout cas en Ukraine, mais même dans le monde, parce que, comme j'expliquais, nous polarisons en fait les discussions et les débats sur la crise ukrainienne, mais vous avez des pays qui vivent une famine aiguë. D'ailleurs, en règle générale, pour des raisons de conséquences directes ou indirectes de ce qui se passe dans le monde occidental, mais aussi par cette injustice au droit au développement, au droit de l'émergence des pays en voie de développement pour qu'ils puissent aussi être autonomes et indépendants, et notamment en matière de sécurité alimentaire. Moi, ça me fait rire de voir effectivement, parmi les résolutions,
d'avoir entériné ce budget de 210 millions d'euros comme aide alimentaire envers les plus démunis dans le monde. Oui. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une goutte d'eau dans une mer. Enfin, donc il faut à un moment donné aussi être respectueux envers les vraies problématiques et aussi endiguer le vrai traitement pour prendre les problèmes à bras le corps et non pas faire miroiter le monde à travers des sommets qui se succèdent et qui se ressemblent, mais surtout qui ont les mêmes conséquences et les mêmes résultats. Très bien. Donc l'impact de ce conflit ukrainien est très important et les dirigeants, on va dire, ou les membres du G20 devraient justement s'intéresser à ce qui se passe, à l'impact de cette crise dans le reste du monde, pas seulement en Europe, mais il y a l'Afrique, il y a l'Asie également qui a été très impactée par donc, ce conflit. Absolument. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette reconfiguration de la chose économique ou de l'équation économique planétaire a démontré qu'effectivement, les cartes ont été rabattues économiquement parlant. Parlons du BRICS, par exemple. Oui. Aujourd'hui, le BRICS, comme contre-pouvoir justement de ce G20, n'a jamais été aussi fort et n'a jamais été aussi, je dirais, avec cette amplification et cette convergence des luttes et des vues, notamment par les pays membres, mais d'autres pays qui viennent se rejoindre à lui. D'ailleurs, à ce propos et à juste titre, je souligne la gestion magistrale de l'Algérie, notamment sur le dossier d'adhésion au BRICS. C'est vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une reconfiguration totalement différente, mais surtout sur laquelle le G20 n'a aucun mot à dire, puisque n'oublions pas que le G20, à ce jour, formé par les grandes puissances membres économiques mondiales, ont eu cette espèce de d'ignominie peut-être, ou même je dirais, de gestion condescendante envers les pays émergents, à vouloir les brider en matière de développement économique et d'émergence. Donc aujourd'hui, le BRICS pourrait être cette alternative, pourrait aussi être une alternative forte pour des pays comme l'Algérie pour ouvrir des marchés planétaires et donc passer de consommateurs à exportateurs. C'est vous dire qu'effectivement, et le G20 aujourd'hui, certains pays sont conscients de cela, hein, notamment les grandes puissances, notamment les États-Unis d'ailleurs, avec c'est un peu ce combat de coq de basse-cour avec la Chine est révélateur effectivement que les choses ont changé, qu'effectivement aujourd'hui, si nous ne prenons pas cette responsabilité pour entamer un débat et un dialogue avec tous les pays, sans ségrégation, sans distinction, pour pouvoir effectivement gérer tous les continents au même piédestal. Maintenant, vous revenez sur effectivement l'Afrique, l'Union africaine aussi a son mot à dire aujourd'hui à travers sa structure qui est encore beaucoup plus renforcée, même si effectivement, je dirais, il y a eu des signaux forts par le passé qui ont été donnés, notamment par l'Union africaine, qui plus est avec une locomotive comme l'Algérie pour donner vie, donner espoir aux pays africains pour qu'ils puissent eux aussi être cet espace de contre-pouvoir et économique, et politique, et technologique, pourquoi pas. Alors, vient de nous rejoindre il y a un petit instant Monsieur Tawfiq Hamel, qui est chercheur universitaire spécialiste en histoire militaire. Bonsoir, Monsieur Hamel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je reviens avec vous sur le contexte dans lequel se déroule actuellement le G20. On l'a dit, il y a eu le conflit ukrainien qui a tout chamboulé. La géopolitique a été, on va dire, a subi un déséquilibre depuis. Oui, effectivement. Alors, le contexte. En tout cas, le contexte géopolitique est très important, mais comme j'avais dit la dernière fois, qu'une grande partie des tendances existantes actuellement datent bien avant même Covid-19. Il y avait des tendances qui ont commencé bien avant cette date. Si on prend le cas des rivalités entre les grandes puissances, ça veut dire en particulier les États-Unis, la Chine et la Russie, à partir de 2010, presque tous les documents officiels américains citent la Chine comme une menace ou un rival potentiel. En fait, jusqu'à 2014, la Chine était considérée comme la première menace pour les États-Unis. Ce n'est qu'à partir de 2014, avec l'annexion de la Crimée, que la Russie est devenue la menace principale. Mais pour nombreux Américains, la Chine reste le défi le plus important. Ensuite, il y a la crise de Covid qui a un peu aggravé la situation économique mondiale. Et récemment, avec la guerre en Ukraine,
La guerre en Ukraine, sur le fond, ce n'est que l'accumulation de ces tendances. Le discours de Poutine de Munich en 2007 était assez clair sur la vision de la Russie concernant l'expansion de l'OTAN, concernant la stratégie américaine. Il était très, très, très critique. Mais globalement, actuellement, le contexte est très très particulier parce que même les pays occidentaux, les pays développés commencent à sentir les effets de la guerre en Oui, Ukraine. oui. À cela s'ajoutent les conséquences sur les pays en développement, notamment les pays africains. Cela pourrait entraîner des conséquences sur le plan économique et social, et évidemment même sur le plan politique. Soit dans Alors, ces pays-là. Monsieur Hamel, avant que vous ne soyez là, on avait parlé de la posture difficile dans laquelle se trouve actuellement l'Europe. L'Europe qui a été fortement impactée, on peut dire qu'elle a été piégée. Elle a soutenu dans un premier temps, elle s'est dit opposée. Elle s'est opposée à donc l'opération militaire russe en Ukraine, mais entre-temps, elle a subi donc l'impact de ce conflit, notamment sur le plan économique. Est-ce qu'on pourrait, à votre avis, s'attendre à une désescalade de ce conflit durant ce G20? Est-ce que ça peut être une occasion propice pour une désescalade? Alors, ce qui est bien, j'en doute que le G20 pourrait entraîner une désescalade dans les médias. Par contre, ça pourrait être un premier pas pour mettre en place quelques mesures de confiance. En tout cas, commander, échanger, discuter, ça coûte à rien. Mais au moins, ça permet de mettre en place quelques mesures de confiance pour permettre d'établir un vrai dialogue. Mais globalement, pour que les pays européens puissent s'engager dans un processus de désescalade et revoir complètement leur stratégie actuelle vis-à-vis de la Russie, cela tout dépend de la pression de l'opinion publique. L'hiver, alors, bientôt, l'Europe va entrer, en disant, ça va être l'hiver prochainement. Certainement, les conséquences sur le citoyen européen seront très, très importantes vu hausse de l'énergie. Il y a d'autres mesures susceptibles qui vont aggraver la situation. Si les pays occidentaux décident de plafonner le prix du pétrole russe, la Russie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle va cesser d'approvisionner les pays qui vont plutôt plafonner le prix. Dans ce cas, les conséquences vont être très très graves, très graves pour le citoyen européen. Dans ce cas, la pression sera peut-être beaucoup plus importante sur les gouvernements, ce qui pourrait premièrement créer une certaine scission, une divergence au sein des pays européens, et certainement les dirigeants seront attentifs à la pression de l'opinion publique. Alors, j'aimerais maintenant m'intéresser un petit peu à ce qui va se passer durant ce sommet du G20. Il y a d'un côté, donc on a parlé des postures antagonistes de la Chine et des États-Unis, les deux présidents. Il y a eu donc à la veille de ce sommet la toute première rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, Bédiz Hamel, et on a vu dans les images qui viennent d'être diffusées la poignée de main entre les deux présidents, donc sur fond de très, on va dire, de très importantes divergences, de très importantes tensions ces derniers jours, ces dernières semaines. Excuse-moi, la question m'est destinée, ok, très bien, parce que j'avais compris qu'il y avait eu une espèce d'hybride. Non, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a eu cette discussion, qualifiée d'ailleurs de sincère par les États-Unis, mais encore une fois, il ne faut pas se leurrer, il faut être pragmatique aussi. C'est une discussion protocolaire, une discussion qui vient bien évidemment en préparation de ce G20 afin de le réussir, en tout cas de façade. Mais dans les faits, on a toujours ce duopole entre les deux pays, ces deux plus grandes puissances économiques au monde, accentuées encore une fois par cette reconfiguration de l'équation économique, cette reconfiguration aussi de l'ordre politique établi et qui a volé en éclats depuis quelques années déjà. Mais encore une fois, je pense que le leitmotiv de ces discussions reste bien évidemment le règlement des contentieux. Les contentieux qui soient d'ailleurs d'actualité ou on va dire récents, mais surtout des contentieux beaucoup plus anciens. Bien évidemment,
il nous vient en tête le contentieux sur le Taïwan, bien évidemment, invasion, pas invasion. Effectivement, les États-Unis ont besoin de se rassurer, même si la Chine a l'air de démontrer que ce n'est pas en tout cas la priorité dans l'immédiat. Bien évidemment, d'autres contentieux, la Chine pourrait jouer cet intermédiaire effectivement avec la Corée du Nord pour un peu calmer ses ardeurs. La Chine aussi pourrait, effectivement, dans un élan peut-être un élan responsable, de gérer la chose économique avec les États-Unis d'une manière un peu plus équitable. Mais quand on sait en même temps que les États-Unis a des sanctions, pratiquent des sanctions économiques sur la Chine, c'est très probable qu'on verrait des mesures d'urgence, en tout cas, pour pouvoir peut-être passer à autre et essayer de construire une collaboration importante économique. Au même titre aussi que pourquoi aujourd'hui je n'attends rien de cette discussion, Oui. C'est que la Chine aujourd'hui, il faut rappeler qu'elle est elle atteint ce qu'on appelle son seuil de criticité, elle est au carrefour de son développement. En règle générale, un développement, il est régi ou construit sur la notion démographique ou la notion technologique et de savoir-faire. Il s'avère que la Chine, c'est une hybridation des deux choses. Donc effectivement, aujourd'hui, la Chine, elle est dans un élan, vous me permettez le vieil adage qui dit quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Aujourd'hui, la Chine œuvre pour plutôt que quand la Chine se réveillera, le monde en profitera. Oui, alors justement, une chose est sûre, Joe Biden et Xi Jinping se sont déclarés prêts au dialogue. Malgré leur rivalité, je vous propose d'ailleurs de voir un extrait de l'échange des deux présidents, qui a en fait duré plusieurs heures. Comme vous le savez, je m'engage à maintenir les lignes de communication ouvertes entre vous et moi personnellement, mais aussi entre nos gouvernements, parce que nos deux pays ont tellement de choses que nous avons l'occasion de traiter. Nous, en tant que dirigeants de la Chine et des États-Unis, devrions jouer un rôle dans l'orientation et la mise en place des lignes directives afin de trouver la bonne direction pour le développement des relations entre nos deux pays. Taoufik Hamel, peut-on, à votre avis, espérer éviter un conflit entre Washington et Pékin dans le contexte actuel ? Dans le contexte actuel, ce qu'il faut savoir, c'est que les différends entre les États-Unis et la Chine sont structurels. Peut-être il y aura une volonté des deux États d'éviter un conflit direct. Ni les États-Unis ni la Chine n'ont intérêt à se retrouver dans un conflit direct, mais cela n'empêche pas des rivalités et des guerres par procuration un peu partout à travers les pays en développement. Une guerre directe, à moins que ça va être une erreur de calcul ou accidentelle, cela est possible. Mais dans l'immédiat, aucun des deux États n'a vraiment intérêt à entrer dans un conflit direct. Sachant en tout cas que les différends entre les deux États sont structurels. Si on prend juste la vision de la Chine et des États-Unis sur les relations internationales, sur certaines questions régionales, elles ont des divisions complètement différentes. Que ce soit sur la question de l'Asie, par exemple, l'Asie a des intérêts véto et estime que la présence militaire américaine dans la région est une atteinte à ses intérêts véto. Et à la question de Taïwan, s'il n'y a pas le soutien américain, la Chine aurait pu régler ce problème depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des différences structurelles entre les deux États et j'en doute que le sommet du G20 va apaiser la situation actuellement. Il suffit juste de revoir les documents officiels des deux États pour voir que les deux États sont engagés dans des rivalités de plus en plus intenses, que ce soit du côté de la Chine, que ce soit du côté des Américains. Badis Renissa, toujours sur ce point, sur les différents conflits, il y a Taïwan, il y a ce qui se passe actuellement, la militarisation de la région de l'Asie-Pacifique. Qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis sur ces rivalités entre Washington et Pékin ? Absolument, c'est des rivalités profondes, des rivalités de leadership, j'entends. Donc effectivement, ce n'est pas rien. Dans un monde en mutation, dans lequel la Chine a quand même un avantage considérable. Rappelons-le que la Chine s'est inscrite d'une manière naturelle, je dirais comme une alternative à l'hégémonie que considèrent beaucoup de pays, en tout cas comme une hégémonie des États-Unis, donc d'une espèce de
considération des pays d'une manière unilatérale sans même les consulter. Donc effectivement, la Chine s'est inscrite dans cette case, s'est inscrite aussi dans un pays qui accompagne le développement, nous l'avons vu depuis 2007 et depuis même l'époque de Juntao, où il y avait ce langage. Malheureusement, M. Badis Renissa, merci pour cette contribution. Merci, on arrive à la fin de cette émission. Merci à Tawfiq Hamel et Badis Renissa pour leur participation dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.